Donc effectivement, comme l'a dit Gwendoline, nous sommes 2 psychologues depuis maintenant 20 ans sur ce service de génétique avec 2 prises en charge, 2 spécificités pour essayer d'être au plus près d'une prise en charge globale. Effectivement, c'est, on va dire, les services de génétique sont quand même des services d'annonce essentiellement, et donc cette thématique est quelque chose qu'on l'on fait assez régulièrement. Dans le titre qui avait été proposé, en fait, on a plutôt pensé les répercussions. Alors parce qu'on les pensait d'une façon générale. Ce qu'on va vous présenter, ce qu'on avait commencé à réfléchir, c'était une présentation très générale de l'annonce et des effets de l'annonce d'une maladie rare, mais qui pourrait être aussi d'autres choses dans la vie. Quand on nous annonce d'autres choses, mais là, on va être quand même autour de la maladie et de la maladie rare. Et c'est pour ça qu'après, il y aura une autre partie sur les particularités des maladies rares. Après, on pourrait réfléchir peut-être en fonction des retours et de ce que vous en avez pensé, à une thématique que sur les retentissements dans le temps. Donc l'annonce, il y a tout ce qui se passe sur le moment même. Sur le moment même, j'ai mis des images parce qu'il me semble que c'était ce qui correspondait mieux au témoignage des personnes, c'est-à-dire la sensation d'être dans une explosion ou dans un tremblement de terre, de voir tout ce qui s'effondre autour de soi, d'avoir la sensation de recevoir un coup de poing dans le ventre ou un coup de couteau dans le cœur, d'être à l'arrêt avec ce chien au milieu par exemple, ou ce sentiment d'être au bord d'une falaise, d'être seul alors qu'on est entouré, d'être complètement perdu, d'être dans le noir et d'être anéanti. Il y a encore d'autres images qui sont évoquées par les patients ou les parents de jeunes patients au moment d'une annonce de diagnostic. Et ça, on sait que effectivement, on connaît bien que entendre un diagnostic de maladie, c'est toujours quelque chose de brutal. On y perd une partie de soi. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent qu'il y a cette espèce de sensation de rupture entre un avant et un après. Euh, Parfois même avant tout allait bien, même si on pourrait nuancer en disant non, ça allait pas forcément bien, mais en tout cas, on n'avait pas la sensation d'être passé dans autre chose, dans un autre camp. Parfois aussi la sensation, des sensations physiques d'une atteinte d'une partie de soi ou d'une perte d'une partie de soi. Il y a souvent la question de la perte d'identité, qui je suis maintenant. Est-ce que je suis cette maladie génétique, cette maladie rare, ce syndrome, ou est-ce que je suis moi là-dedans? Et pour les parents aussi, ça peut être la sensation d'une perte d'identité, voire même des fois de se sentir un peu dépossédé de leur enfant. Voilà. Et donc du coup, la blessure narcissique, c'est le sentiment que voilà, qu'on a perdu une partie de soi, qu'on est atteint dans son identité. Et souvent, il y a le sentiment de culpabilité, je dirais, qui se niche chez chacun d'entre nous, quoi qu'il nous arrive, en disant et si jamais, et pourquoi moi, et pourquoi nous, toute cette déclinaison des pourquoi à ce moment-là, bon, voilà. Tout ça, ce sont des éléments qu'on retrouve qui déterminent en fait la clinique du traumatisme. Ce qui ne veut pas dire que forcément ça va être traumatique pour toutes les personnes qui reçoivent une annonce de maladie rare, mais ça peut l'être. Et on sait que c'est quelque chose d'un peu plus sensible. Bon, voilà, j'ai essayé de vous verrez mettre un peu des images et un peu de notes d'humour quand même dans ce propos qui peut être parfois un peu lourd. Donc effectivement, on peut être un peu éparpillé, la sensation d'être un peu éparpillé. Et effectivement, dans les propos des parents, mais aussi des patients quand ils sont plus grands, c'est vraiment la sensation de se sentir dans une extrême fragilité à ce moment-là, complètement perdu,
avec la sensation qu'il faut faire des choses maintenant, mais on ne sait pas par où aller, dans quel sens les prendre. Parfois la sensation aussi que on va avoir des solutions alors que on n'en a pas forcément. Euh, ça peut être aussi la difficulté avec une annonce, c'est que il peut y avoir une annonce sans finalement de solution, mais pour certains, ça peut être quand même dans leur parcours un point de départ. C'est-à-dire qu'il peut y avoir autant l'effet de rupture, de avant-après, de avant j'étais pas malade, mais au moins maintenant je sais, au moins maintenant je peux partir dans quelque chose, construire quelque chose. Et effectivement, les personnes disent que ça reste, c'est un événement qui reste souvent gravé et ça aussi c'est la clinique du traumatisme, dans le souvenir. Même s'il n'y a pas tous les éléments, mais il reste souvent quelques éléments. On se souvient pas du tout du lieu où c'était, ou alors de façon très précise que c'était dans tel bureau, tel couloir, et que le médecin ou la médecin avait telle couleur de chemisier. Voilà, donc effectivement, ça peut, c'est un moment vraiment, on voit bien hein, quand même assez angoissant, stressant, mais qui peut être aussi quelque chose de positif si on arrive à pouvoir partir sur quelque chose, construire quelque chose à partir de ce moment-là. Et ça aussi, ça va dépendre un peu dans comment on en est arrivé à l'annonce. Est-ce que c'est une annonce qui arrive alors que les personnes, parents, ne se posent aucune question et que c'est au cours d'un dépistage que voilà, on leur annonce qu'il y a cette maladie, ou est-ce que c'est une annonce qui est attendue depuis très longtemps parce que ça fait longtemps qu'on fait des examens, qu'on a été voir des spécialistes et des spécialistes. Malgré tout, même si elle est attendue, on voit que généralement, parfois, on a pu plus l'anticiper, s'y préparer, mais elle reste toujours quand même surprenante parce qu'on a toujours l'espoir qu'il n'y a rien, malgré tout. Et il y a quand même, il peut quand même, elle peut malgré tout être brutale. Mais on a plutôt tendance à dire que quand elle est anticipée, en tout cas, quand on a pu se préparer dans une certaine mesure, on amoindrit un peu les effets. Et puis après, il y a tout ce qui est l'après, surtout dans les maladies rares, c'est que on a envie que ça soit un point de départ avec plein de solutions, plein de réponses. Et parfois, il y a peu d'informations, ou alors cette information, elle ne donne pas beaucoup réellement de chemin, de quoi faire. Et finalement, les actions, ça arrive souvent quand il y a eu un parcours préalable assez long, on les a déjà toutes mises en place. Donc, quand je vous disais c'est un point de départ pour faire des choses, parfois non, parce que nous, ça nous arrive régulièrement de faire le point avec, par exemple, des parents en disant toutes les prises en charge qu'on peut faire dans cette situation, elles sont déjà bien mises en place, vous êtes au max. Et puis, dans les maladies rares et dans les maladies génétiques, il y a aussi la question de plus en plus maintenant, mais ça avait été je peux repartir d'une annonce sans nom de maladie, mais on m'a dit que j'avais une maladie. Puisque maintenant, de plus en plus, c'est des localisations pour dire qu'il y a une petite délétion dans le gène MP36. Donc ça aussi, ça rajoute une difficulté. Ça va être plutôt la difficulté à nommer les choses et à pouvoir en parler autour de soi. Le parcours, ça c'est le grand classique qu'on voit souvent en disant quelles sont les étapes du deuil et qui a été repris pour les étapes à la suite d'une annonce de maladie. D'habitude, on fait on montre une courbe comme ça et on repart. J'ai pris celui-ci parce que finalement, je trouvais que c'était moins, moins dans le chemin obligatoire il faut que ça remonte à un moment parce que c'est pas forcément la réalité de ce que vivent les personnes, mais c'est assez compliqué de faire réellement ce que vivent les personnes parce que ça s'améliore au fur et à mesure du temps, mais en même temps, des fois, on se retrouve, et c'est ça, et c'est ce qu'on disait avec Emmanuel quand on a préparé ce topo, c'est que des fois, il y a des consultations, il y a des petits éléments qui refont réactiver l'annonce et on a l'impression qu'on est reparti comme si on ressortait de la première fois après s'être pris le mur dans la figure.
Donc finalement, ça avance, mais bon, il y a quand même de temps en temps des moments où on pourra avoir la sensation d'être revenu en arrière. Alors, concernant un enfant, de façon un peu plus précise et surtout un petit, c'est pour vous donner quelques idées de concepts psy, hein, mais que peut-être en tant que si vous êtes concerné en tant que parent ou dans les assos, vous avez entendu, c'est cette histoire de l'enfant idéal et de l'enfant rêvé, puisqu'il est quand même demandé aux parents du coup de faire le deuil de l'enfant idéal ou rêvé, puisqu'on leur annonce qu'il a une maladie génétique ou une maladie rare. Bon, sauf que les choses, elles sont un peu plus complexes que ça, parce que déjà, de toute façon, l'enfant réel, même s'il n'y a pas de maladie, vient un peu déséquilibré et n'est jamais exactement comme ce que les parents l'avaient rêvé. Ça, c'est un processus qui est à l'œuvre tout au long de la vie. Souvent aux étudiants, je leur dis, vous continuez de peut-être des fois un peu décevoir vos parents, mais c'est pas grave, comme ils vous aiment, ils continuent à rêver des choses pour vous et à projeter des choses pour vous et donc voilà, on continue sur le chemin. Effectivement, quand il y a une maladie rare ou une maladie génétique, bah, peut-être que le déséquilibre est un peu plus grand. Et donc, ça va être comment on va pouvoir, après une telle annonce, essayer de trouver des ressources pour de nouveau être en capacité de se mettre à rêver cet enfant dans son devenir adulte, malgré ou avec la maladie. Et généralement, même s'il y a toujours, on voit un peu ce déséquilibre, c'est ce qu'arrivent à faire les parents. Là, alors là, je ne sais pas si je vous ai mis un peu de littérature. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Ponty, probablement. D'ailleurs, Claude Ponty qui vient de sortir un livret là pour aider à la communication sur les violences faites aux enfants. Donc, il a participé à l'écriture d'un truc qui est en libre accès, qui est assez chouette. Bon, petite parenthèse, mais toujours est-il que donc il a fait un livre sur Okilele, qui est un peu différent et qui arrive dans une famille. Et vous voyez quand même, c'est assez violent pour lui dans l'accueil dans cette famille. Il va avoir tout un parcours initiatique et il va revenir vers ses parents et sa famille un peu plus tard. Et il y a d'autres livres. Alors j'en ai mis voilà, que quelques-uns, c'est quelques références pour témoigner que les parents témoignent un peu voilà, de ces parcours d'annonce. C'est vrai que le parcours d'annonce aussi autour de la naissance, pour moi, c'est encore quelque chose autour de l'annonce encore un peu plus compliqué parce que à la fois au moment où on devient parent, on se pose plein de questions sur comment on va faire, comment on va être, est-ce qu'on fait bien, et en plus vient se rajouter parfois l'annonce d'un diagnostic à ce moment-là, ce qui vient encore plus interroger, questionner et malmener un peu ce début de parentalité. Donc il y a Fabien Toulmé avec Ce n'est pas toi que j'attendais, une bande dessinée. Il y a aussi le joli témoignage de cette maman lors d'une conférence sur le voyage en Hollande, qui n'était pas totalement prévu, puisqu'il avait prévu de partir en Italie. Voilà, donc ça c'était pour poser un peu les choses sur l'annonce. Et maintenant, juste rapidement, qu'est-ce qu'il est des spécificités de la maladie rare génétique. Bon, voilà, toujours j'ai essayé de toujours mettre un peu du mot. Donc effectivement, toutes les maladies génétiques sont des maladies rares. Dans les maladies génétiques, souvent, mais pas toujours, ça peut être des maladies familiales. On essaie au maximum, ça on avait eu de diminuer l'errance diagnostique, ça s'améliore, mais ça peut être quand même des maladies, mais ça c'est les maladies rares. D'une façon générale, pas que génétique, où il y a quand même une errance diagnostique. Rare, c'est une question de pourcentage, et après il y a la notion qu'on associe souvent avec ces maladies de chronique et d'orphelin. Dans la maladie, l'aspect génétique, c'est, moi, il me semble, l'idée qu'il y a quand même, alors, je vais le dire différemment, ce sont des consultations qui durent longtemps dans notre service.
c'est au moins des consultations de 3/4 d'heure, 1 heure, voire plus, parce qu'il faut à la fois parler de la maladie, il faut à la fois parler de l'origine génétique, expliquer, et parfois dans l'origine génétique, c'est un cours ouais, presque plus de terminale, voire même de post-bac. C'est parfois très très complexe. Et donc, voilà, ce moment-là est un moment très dense. Et je suis pas sûre que psychiquement les processus de l'annonce permettent de vraiment bien comprendre tout ce qui se passe au moment de cette consultation. Mais de fait, c'est souvent ça. Et puis avec le génétique, comme je l'ai un peu commencé à le dire, on va le revoir, il y a la question des fois de les autres, puisqu'est-ce que c'est une annonce pour une personne ou pour plusieurs personnes? Est-ce que du coup l'annonce que je suis en train de faire et qui concerne un enfant peut aussi peut-être concerner son frère, sa sœur, un de ses parents, voire des cousins, des oncles, etc. Donc ça aussi c'est un peu notre difficulté. Comment, alors qu'on doit expliquer une maladie, puis parler de l'origine génétique, des fois, on n'est pas tenté de se retenir un peu, parce que sinon, ça fait beaucoup, beaucoup de choses sur une seule consultation. Avec le génétique, souvent les choses qui arrivent de la part des familles, c'est la notion de transmission, bonne ou mauvaise hein, d'ailleurs. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai transmis, qu'est-ce que je n'ai pas transmis. Les notions de congénital, souvent la question de la famille, et effectivement, c'est pas anodin. Toutes les consultations de génétique, il y a un arbre généalogique, on va dire ça comme ça, qui est fait. Donc ça montre bien que la question de la famille est interrogée. Et donc de l'hérédité, de quoi j'ai hérité ou pas. Et là, on revient un peu à la question qu'on avait dit tout à l'heure au moment de la clinique du traumatisme. Pourquoi nous? Pourquoi ça nous est arrivé à notre famille? Pourquoi moi? Pourquoi mon côté? Est-ce que ça vient, voilà, est-ce que ça a été transmis? Ou si ça n'a pas été transmis par l'un de nous deux, qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrivé dans notre famille ou pour cet enfant-là? Effectivement, ceux qui connaissent les consultations de génétique savent qu'on va parler des frères, des sœurs, des cousins, des oncles, des tantes, puisqu'on interroge un peu tout le monde. Et dans la maladie familiale qu'on peut retrouver parfois en génétique, il peut y avoir deux aspects autour de cette annonce. Il y a des personnes pour qui le fait que ça soit partagé dans la même famille est plutôt soutenant. Et d'autres, au contraire, pour lesquelles c'est très négatif. Voilà. Et dans les mêmes pensées, des fois, d'annoncer à quelqu'un qui n'est pas porteur peut être assez difficile parce que parfois certains se sentent exclus de la famille. Rassurés, c'est-à-dire il y a souvent un double effet. Hein. Rassurés de ne pas avoir quelque chose ou de ne pas être à risque de transmettre, mais parfois aussi la sensation d'être exclu de la famille, de ne pas être comme ses frères et sœurs, de ne pas porter le même patrimoine génétique. Dans la famille, et ça je sais que ça va être ce qui est prévu dans une autre conférence dans quelques temps, il y a aussi toute la question et surtout dans les maladies génétiques, du messager, c'est-à-dire de devoir évoquer le risque pour les autres. La loi a changé, c'est imposé maintenant aux personnes et on voit bien comment c'est compliqué parce que même les familles pour lesquelles la communication est au top, voilà. Là, il y a vraiment quelque chose, et on le comprend bien, hein, que c'est difficile, d'autant plus, alors si on a vécu l'annonce soi-même, pour soi ou pour son enfant, de se mettre soit dans une position d'annonceur, encore plus compliqué. Et alors, effectivement, on voit bien il peut y avoir un impact sur tous les niveaux générationnels. On a des grands-parents qui viennent parfois, voilà. Maladies rares, donc comme je vous l'ai dit, toutes les maladies génétiques sont rares, c'est une question de fréquence. Pour certains, être rare, c'est positif, c'est être précieux, exceptionnel. Même si dans l'Alliance Maladies Rares, on parle beaucoup de la question de l'isolement et que tout est fait pour que justement les personnes qui sont dans des maladies rares, voire très rares, puissent se rassembler. Donc l'annonce d'une maladie rare, moi je vois bien en consultation qu'il y a un peu les deux effets. Il peut y avoir chouette, je suis rare.
Et en même temps, ah oui, mais alors ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup comme moi. Et vraiment, on voit aussi, alors pour les parents, on aimerait bien avoir la connaissance d'autres personnes et pour voir en fait, parce que la question de tous les parents, c'est qu'est-ce que vont devenir nos enfants, comment ça va se passer pour eux. D'autant plus si on nous dit que peut-être il y aura une petite particularité qui va les embêter, on a encore plus de besoin d'être rassurés en se disant que tout va aller bien pour eux. Donc les parents, ça va être plutôt. Et les enfants, ou les ados, c'est en fait parfois c'est juste savoir qu'il y en a un autre. Pas forcément le rencontrer, mais juste savoir combien il y en a. Et on voit bien le double effet qu'il peut y avoir autour de ça. Euh, les maladies rares, alors pas toujours, ça c'est très variable. Il y a des maladies rares qui sont très peu fréquentes, mais qu'on connaît très bien, voire même sur lesquelles on commence à avoir, ça c'est pour préparer la diapo d'après, des médicaments. Et on a des maladies rares qui sont plus fréquentes dans les maladies rares et pour lesquelles on a très peu de connaissances. Et ça aussi, voilà, ça peut rajouter au fait d'une détresse émotionnelle de se dire, ben voilà, en plus, c'est une maladie rare, il n'y a pas grand-chose qui est fait, il n'y a pas vraiment de connaissances et se pose la question aussi de la question thérapeutique. Rares et orphelines sont souvent associées. Il y a quelques maladies rares, ça commence de plus en plus. Je ne sais pas si avec Emmanuel, on peut dire que, quoi, moi en tout cas, ma perception, je trouve que depuis sur les 20 ans là en génétique, c'est sûr que quand nous on a commencé, on parlait absolument pas de médicaments et de thérapeutique. Et on voit bien qu'on a de plus en plus, c'est quelque chose qui, alors avec des thérapeutiques qui sont pas encore forcément autant qu'on le souhaiterait, mais voilà, il y a quand même de plus en plus de maladies rares qui ne sont plus des maladies orphelines. Mais souvent, voilà, c'est la double casquette, quoi. C'est rare, orpheline, et ça rajoute au sentiment d'être isolé. Et parfois, du coup, isolé et un peu oublié, à la marge. Oui, ça c'était toi. Du coup, je vais prendre le relais. Et moi, je vais parler un petit peu de la suite de cette annonce, parce que l'annonce d'un handicap, comme le disait Elisabeth Sinchitz, que l'annonce d'un handicap, c'est le début d'une histoire, à savoir que cette annonce, qui est, comme l'a dit Eva, euh, brutale et traumatisante par sa violence, par son intensité, c'est un véritable bouleversement, je ne vais pas revenir dessus, mais surtout, il va y avoir de nombreux effets pathogènes qui vont être durables et qui vont se retrouver dans ce parcours de vie que a décrit Eva. Et cette spirale, vraiment, on va la retrouver déjà quand l'enfant va rentrer à l'école. L'annonce, elle va se reproduire à l'école. Par exemple, c'est un exemple que je donne, les résultats scolaires. L'enfant ne va pas avoir des capacités si on est dans le cas, par exemple, d'une maladie génétique avec une déficience intellectuelle. L'enfant ne va pas avoir des capacités cognitives adaptées pour pouvoir suivre une scolarité normale. Donc ça va être un nouveau choc, une nouvelle annonce. On va essayer de trouver une scolarité adaptée. On va essayer de l'orienter vers un centre spécialisé. Et encore une fois, ce n'est pas l'idéal, comment dire, la situation idéale que les parents avaient eue pour leur enfant, mais ils vont rentrer dans une sorte de parcours de combattants qui vont les amener à chercher une solution pour scolariser leur enfant, notamment par ce fameux GEVASCO, qui est un document donné par la MDPH et qui demande à l'école de remplir les capacités scolaires de l'enfant. Donc ce GEVASCO peut parfois être d'une véritable violence pour les parents, est indiqué parfois des choses qui sont... je vous dis ça parce que j'ai eu l'exemple il y a 15 jours, où les parents ont reçu ce GEVASCO à la maison et ont eu une annonce vraiment très violente. La maman m'a dit, j'ai l'impression d'être revenue 10 ans en arrière quand on nous a annoncé le diagnostic de notre enfant. Les termes étaient pas ceux qu'on aurait voulu avoir. Certes, on sait que notre enfant a des difficultés, il se développe plus lentement que les autres, mais les termes étaient d'une violence inouïe.
Et donc, tout au long de la vie, les parents vont être amenés à recevoir des annonces comme ça un peu piquantes qui vont être déstabilisantes. L'annonce peut aussi être retrouvée et se reproduire dans les nombreuses conclusions des différents comptes rendus lorsque l'enfant fait une évaluation avec un psychologue, une orthophoniste, un psychomote. C'est toujours traumatisant. Certes, il y a des points positifs. Ces comptes rendus, ces évaluations vont aider les professionnels et la famille à y voir plus clair dans le comportement et le développement de leur enfant. C'est souvent une aide précieuse pour aider au diagnostic dans le cadre d'une errance du diagnostic. On va repérer les capacités de l'enfant et on va l'aider à l'orientation. Mais du côté des parents, souvent, j'ai de nombreuses questions. Par exemple, des parents me disent « Je doute de la fiabilité de vos tests. Je ne vois pas à quoi ça sert. J'ai peur que mon fils ou ma fille rate les examens et je ne veux pas qu'on évalue mon enfant. » Et malgré ça, on va quand même les évaluer parce qu'ils sont venus ici en génétique ou dans un centre de référence pour faire l'évaluation. Et le compte-rendu peut parfois donner des résultats sous forme d'âge de développement, de quotient intellectuel, de percentile, d'espèces de charabia qui ne sont pas toujours compréhensibles et qui peuvent développer chez les familles de nouvelles inquiétudes et de nouvelles questions. Donc on va une nouvelle fois annoncer un niveau de développement qui, certes, les parents dont les enfants ont une déficience et un retard dans leur développement savent les difficultés développementales de leur enfant. Mais là, on pointe avec un compte rendu, on pointe avec des conclusions et des termes, les choses dramatiques qu'on leur a exposées quelques années plus tôt lors du jour de l'annonce. Cette annonce aussi, elle peut être vécue lorsque la famille reçoit une notification de la MDPH. Donc la commission des droits de l'autonomie et des personnes handicapées envoie la notification, donc la réponse à la demande. Parfois, c'est une réponse positive et parfois, c'est un refus. Refus d'une AVS, refus d'une allocation, refus de ce qui avait été demandé. Et une nouvelle fois, on est revenu en arrière, revenu dans ce véritable parcours que décrivait Eva tout à l'heure, avec cette spirale infernale qui montre qu'il y a des hauts, des bas et qu'on se va se demander si un jour on va s'en sortir dans ce parcours. Ce pourcentage de la reconnaissance du handicap est également quelque chose qui pointe la différence, qui pointe le handicap. Certes, on fait cette demande pour pouvoir avoir des allocations, pour pouvoir avoir des aides pour notre enfant, mais quand on dit votre enfant a un handicap de 80%, encore une fois, ça peut être violent parce que c'est du concret. On pointe, on chiffre et on met des étiquettes, un étiquetage parfois subjectif qui peut être dévalorisant pour l'enfant et la famille. Donc, cette annonce qui va se faire tout au long de la vie va réactiver des douleurs, va réactiver des inquiétudes, des incertitudes et renvoyer chez la famille ou chez la personne qui est porteuse de cette maladie rare un profond sentiment d'impuissance. Donc du coup, la famille ou la personne qui est concernée par la maladie va se poser la question pourquoi je vais me projeter? Pourquoi se projeter si ma vie n'est que ça, des mauvaises nouvelles. Mais ceci dit, les professionnels qui sont là dans les centres de référence pour accompagner les personnes vont permettre d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure reconnaissance aussi du handicap. Finalement, un soulagement parce qu'on est là pour écouter, pour conseiller, pour orienter, pour aider à avancer et donner du sens. On est là aussi
pour donner sens. La famille et les parents sont là aussi pour redonner du sens à ce qui se passe, à cette vie qui est finalement chaotique, mais on va pouvoir cette fois-ci se projeter avec un point d'exclamation parce que maintenant nous sommes quand même dans une société très aidante et on va pouvoir trouver des moyens pour s'en sortir.